Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux connectés pour cet événement un petit peu particulier de notre campagne municipale, notre première table ronde dématérialisée, une table ronde en ligne liée au contexte particulier dans lequel va se dérouler cet entre-deux tours. Avant de laisser François présenter la thématique de la soirée et les invités qui vont nous accompagner, je voulais revenir sur les derniers événements de cette campagne, puisque avec Olivier Longeon, qui est à mes côtés, et qui a conduit au premier tour la liste Le Temps de l'écologie, nous avons officialisé il y a quelques jours le rassemblement, l'union de la gauche et des écologistes dans la perspective du second tour des élections municipales, qui est programmé pour le 28 juin prochain. Cet entre-deux tours va se dérouler dans des conditions extrêmement particulières liées à l'épidémie de coronavirus qui est toujours malheureusement présent parmi nous. Et donc il nous a fallu innover et imaginer une autre manière de faire campagne, puisque les échanges directs et les rencontres de proximité sont empêchées ou en tout cas extrêmement contraintes. D'habitude, ce genre de réunions thématiques, nous les organisons sur le terrain, dans les quartiers, dans différents formats. Ce n'est pas possible en ce moment. Néanmoins, nous avons tenu à faire vivre le débat municipal dans cet entre-deux tours en organisant une série de rencontres en ligne, une série de rencontres thématiques. Et nous commençons ce soir avec la culture, d'une part parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et surtout parce que nous savons que c'est un secteur d'activité qui a été extrêmement touché, extrêmement affecté par l'épidémie de coronavirus, et que malheureusement les difficultés risquent de perdurer dans la durée. C'est ce que évoqueront nos invités tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous organiserons dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent d'autres réunions sur d'autres thématiques. Nous parlerons d'emploi, de commerce, de santé, d'éducation évidemment. Mais ce soir, encore une fois, c'est de culture dont il va s'agir. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à interagir avec nos invités, avec les candidats sur Facebook. Vous pouvez poser des questions, nous y répondrons autant que possible en direct. Vous pouvez également poser des questions auxquelles nous répondrons un petit peu plus tard, ultérieurement dans la soirée ou demain si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à partager également cette vidéo pour que cette rencontre de ce soir puisse être vue le plus largement possible. Je vous remercie d'être parmi nous et je passe sans plus attendre la parole à François. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis très content de me trouver là avec Olivier, avec Pierrick et avec nos invités. Cette union de la gauche, on l'attendait, elle est là, et je pense que c'est la dynamique qu'on attendait sur Saint-Étienne, et donc je m'en réjouis. Alors aujourd'hui, donc c'est le thème de la culture. Bien sûr, on ne va pas aborder l'ensemble de la culture à Saint-Étienne, c'est un très vaste sujet. Tout le monde sait l'importance de l'action culturelle et des équipements culturels sur la ville. On a simplement essayé d'aborder des questions qui nous paraissent les plus délicates à la sortie de cette crise sanitaire, en sachant que pour ce qui est de la culture, en tout cas, on n'en est pas malheureusement au déconfinement et qu'on est encore dans des salles qu'on ne peut pas ouvrir, avec des spectacles qui ne peuvent pas avoir lieu et des intermittents du spectacle qui attendent de pouvoir enfin même répéter. C'est le début des répétitions, donc on est loin encore de retrouver la vie culturelle qu'on a connue et surtout la vie culturelle que nous on voudrait promouvoir dans les mandats à venir. Alors, on a trois invités aujourd'hui. Notre premier invité sera Françoise Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Françoise Jacquemin, donc libraire Le Bruit des Vagues. Oui. Donc ce sera pour parler du livre. Voilà. Et puis on aura également Sylvain Dany, qui est le président des Amis du cinéma Le Méliès, pour parler de cinéma. Et puis nous aurons tout à l'heure, qui viendra nous rejoindre, Philippe Zarche, qui est lui metteur en scène et qui dirige une compagnie théâtrale et qui viendra nous parler du spectacle vivant. Alors je vous propose de commencer tout de suite, puisqu'on a un temps limité, mais on va essayer quand même de l'utiliser. Oui. Donc avec Françoise. Donc Françoise, la question du livre, alors je disais tout à l'heure que ce n'était pas le déconfinement pour tout le monde. Pour ce qui est des librairies, ça s'est un petit peu réouvert quand même. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la question des librairies à Saint-Étienne ? Les librairies ont sans doute souffert elles aussi du confinement. Alors les libraires sont des battants à Saint-Étienne.
hein, c'est pour ça qu'on est toujours aussi nombreux. Les librairies indépendantes de Saint-Étienne ont fondé une association, la SASLI, la seule association stéphanoise de librairies indépendantes. Et je pense que là, ça a été le moyen de communiquer sur la réouverture, mais bien avant de pouvoir mettre en place du click and collect. Ça leur a permis quand même d'amorcer la réouverture et de garder la fidélité de leurs clients. Alors pour être passé dans quelques librairies, tout a été mis en place à la réouverture Par rapport aux conditions sanitaires. Oui, pour que les conditions soient les plus optimales possibles. Et j'étais ravie de voir que les Stéphanois réinvestissaient quand même les librairies, même si pour certains libraires, c'est comme un redémarrage. Mais un redémarrage, une ouverture, quoi. Une nouvelle ouverture, on repart sur des bases qui sont celles d'une ouverture, c'est-à-dire faire attention à toutes les commandes. On commande vraiment tant de titres, pas trop, parce qu'après, c'est une question de trésorerie derrière. Oui, je comprends, bien sûr. Alors, sur cette question donc, des librairies, il y a un booster un peu de la vie des librairies à Saint-Étienne, c'est en général la fête du livre. Oui. Donc, et cette question de la fête du livre a été plusieurs fois évoquée. Alors, on prend connaissance aujourd'hui, c'est une info, là, de la création de cette association. Voilà. Hein, voilà. Ça, je pense que ça pourrait être un interlocuteur pour la prochaine mise en place de fête du livre, hein, j'imagine. Oui. Mais quelle est la vision, enfin le point de vue des libraires sur la fête du livre telle qu'elle se déroulait jusqu'à présent? Alors, je vais peut-être juste apporter une petite précision. Il y a les libraires, il y a les bouquinistes. À Saint-Étienne, jusqu'à présent, c'est un petit peu un petit problème quand même, puisque il y a deux traitements entre les bouquinistes et les libraires. Les bouquinistes ont aussi leur manifestation une grande partie de l'année avec les mercredis du livre. Et ils participent à la fête du livre chaque année, mais ils ne sont pas toujours conviés aux préparatifs. Donc ça, c'est une petite précision que je souhaitais apporter. La fête du livre, bien sûr, elle est attendue cette année. Plus encore que les autres années. Parce que ça correspond à une bonne partie quand même du chiffre d'affaires de certaines librairies. Donc là, l'inquiétude, elle est sur est-ce que la fête du livre se tiendra comme d'habitude. Alors, d'après mes derniers renseignements qui datent d'hier, elle devrait avoir lieu comme les autres années. Mais c'est sous réserve, bien sûr, de l'évolution du virus. Alors, sur la question de la fête du livre, Olivier et Pierrick, dans la constitution des groupes de travail, il y a eu des groupes de travail pour préparer le programme qu'on va présenter à ce second tour. Et on a bien sûr évoqué la fête du livre avec un point de vue un peu différent par rapport à justement ce qui se passe d'habitude sur ce thème. Tout à fait. Alors avant de laisser Olivier présenter un petit peu ce qu'on a prévu peut-être pour cette année, c'est-à-dire dans quelles conditions on peut organiser la fête du livre cet automne, il est clair que dès notre programme de premier tour, on avait travaillé sur la question de la fête du livre, puisque comme ça a été évoqué à demi-mot, les conditions d'organisation de la fête du livre telles qu'elles existent aujourd'hui sont pour nous insatisfaisantes. Nous voulons transformer la fête du livre en une fête du livre et de la lecture, dans laquelle l'ensemble des acteurs locaux du livre, les libraires, les bouquinistes, mais les éditeurs, les auteurs locaux aussi, puissent prendre toute leur place. Et on le sait malheureusement, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on voit parfois des contre-salons s'organiser, etc. Et c'est quand même triste que pour notre fête du livre ici à Saint-Étienne, les acteurs locaux du livre finalement soient ceux qui sont mis de côté. Donc on a véritablement la volonté de transformer en profondeur la fête du livre, avec aussi d'autres engagements forts en matière de livres et de lecture publique, puisque nous nous sommes engagés pour l'ouverture d'une nouvelle médiathèque dans les quartiers nord de la ville qui sont actuellement carencés, peut-être l'expérimentation de nouveaux horaires aussi, c'est une attente de la population. Et puis il nous faudra également parler du prêt de livres aux enseignants qui a été supprimé et sur lequel nous nous sommes réengagés effectivement pour le remettre d'actualité. Ça, c'est une vision de long terme, c'est ce sur quoi nous allons travailler tout au long du mandat, mais avant cela, il y a effectivement ce qui pourrait se passer dès cet automne dans une fête du livre qui sera particulière. Je dirais que
les libraires ont la connaissance de ce que les Stéphanois ou les Stéphanoises apprécient en termes d'auteur, en termes de... On le voit par exemple avec le salon de... Il y a une partie salon de la BD au sein de la fête du livre, où des gens recherchent certains auteurs qu'ils ne trouvent pas forcément, parce qu'on était dans un système où on amenait d'autres auteurs. Je crois qu'il faut faire confiance aux libraires stéphanois, et je crois qu'il faut profiter de leur connaissance des auteurs préférés des Stéphanois, pour essayer de leur apporter le maximum de satisfaction en allant et en invitant les auteurs qui sont attendus par les Stéphanois, mais aussi, je dis bien, c'est le livre, mais c'est aussi pour moi la BD, les mangas et ainsi de suite. C'est d'ailleurs une question qu'on a eue sur l'extension, voilà, et on voit tout à fait. C'est la fête des livres qui comprend également la question des mangas, des BD. Et je crois que ce que nous sommes engagés, c'est à faire la fête du livre quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, s'il y avait un reconfinement, on aura évidemment ce problème-là à ce moment-là. Mais on est plutôt dans l'idée qu'il n'y aurait pas de reconfinement, mais qu'il y aurait peut-être à nouveau des problèmes et qu'on devrait respecter une distanciation physique. Et là, ce que l'on pense, c'est éclater la fête du livre. On peut toujours avoir un peu plus de chapiteaux, avoir des lieux dans tous les quartiers qui accueillent les auteurs, les éditeurs, les libraires. On pense par exemple à toutes les structures d'éducation populaire qui pourraient être mises à contribution. Et le livre irait ainsi plus au contact des Stéphanois et des Stéphanoises. Alors sur les structures d'éducation populaire, une petite incidente, j'ai eu des contacts avec pas mal de responsables de structures d'éducation populaire qui, à la sortie de cette crise sanitaire, se trouvent dans des situations très très alarmantes. Ils ont bénéficié d'un certain nombre d'aides d'ailleurs comme d'autres activités, mais ces aides par exemple sur le chômage, des choses comme ça, mais là les choses vont arriver à la fin. Ils vont se retrouver avec une année où ils ne savent pas combien ils sont d'adhérents, où ils ne savent pas quelles activités ils vont pouvoir mener et où leur trésorerie ne leur permet pas non plus d'assurer des salaires pendant des mois où ils ne seraient pas soutenus. Ils ont déjà beaucoup subi, peut-être on pourrait y revenir tout à l'heure, pendant ce mandat, et là ils vont se retrouver à la sortie très affaiblis. Voilà, c'était aussi, et du coup je pense que le regard qu'on peut porter sur l'éducation populaire est lié avec ce que tu viens de dire, ça va jouer, bien sûr. Sur la question de la lecture publique, puisque bon, c'est aussi lié, le livre, c'est aussi la lecture publique. Hein. La lecture à Saint-Étienne, elle ne se limite pas justement à la fête du livre. Il faut que ce soit toute l'année, et toute l'année dans les écoles, dans les établissements, dans les EHPAD, partout. Alors, il y a eu des propositions par le passé sur des initiatives assez, on va dire, sporadiques. Et ça devait être suivi. Et puis finalement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, un libraire dans son coin, un petit libraire indépendant, peut faire des lectures publiques. Moi-même, j'ai fait ça sur le square Giraudet. Simplement, derrière, c'est la SACEM qui vous tombe dessus. Il faudrait prendre quelqu'un pour la sécurité parce que c'est des barrières. Enfin, voilà. Après, ça, c'est la lecture publique, mais il y a tout à inventer encore. On peut tout faire. On peut avoir un crieur public, on peut animer les places. Enfin, il ne faut pas que ça se concentre juste sur la fête du livre sur 3-4 jours au mois d'octobre. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a perçu dans la campagne de premier tour, aussi bien du côté de l'équipe d'Olivier Longeon que de la nôtre, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre à profit la richesse de l'écosystème du livre à Saint-Étienne, parce qu'on a vraiment quand même un écosystème qui est particulièrement dense pour une ville comme Saint-Étienne, pour en faire un outil puissant finalement de résorption des inégalités d'accès au livre au pluriel et à la lecture. Et donc là, il y a des partenariats évidents non pas à créer, mais à conforter, à accentuer, à la fois avec le milieu scolaire et le milieu de l'éducation populaire. Alors pour conclure sur la question sur l'éducation populaire, puisqu'on est un peu dessus là, alors je répète que les personnes qui nous suivent peuvent interagir, donner leur avis, parce que le principe de notre liste, c'est de co-construire. Donc on n'a pas la science infuse, on travaille, mais le travail, ça consiste surtout à rencontrer des personnes et à recueillir des avis. Donc n'hésitez pas à donner les vôtres sur les questions on va... On a une question en particulier sur l'identité de la commissaire de la fête du livre. Oui, la commissaire de la fête du livre est toujours Isabelle Rabineau, même si l'équipe a été pratiquement entièrement renouvelée cette année.
Voilà. Mais c'est toujours Isabelle Rabineau, la commissaire. Après, ça fait partie des sujets, quand nous serons en responsabilité, qui mériteront d'être redéfinis. En tout cas, nous, on a un projet politique clair autour de la fête du livre, et il faudra naturellement que ce projet soit adopté et soit appliqué, effectivement, parce qu'encore une fois, on a cet objectif politique et rien ne nous en fera dévier. Alors donc voilà, simplement je voulais dire qu'on a aussi vu qu'il y avait des choses qui sont vraiment dans l'urgence, en particulier sur l'éducation populaire. Alors là-dessus, est-ce qu'on a quelques propositions à faire? Ce qui est clair, c'est qu'on le voit, les structures d'éducation populaire souffrent en ce moment et sont encore dans une situation d'incertitude la plus complète sur l'organisation des semaines et des mois qui viennent, en particulier sur la période estivale, sur la question voilà, du fonctionnement des centres de loisirs, du nombre de personnes qui pourront être accueillies. Et c'est quand même aussi un secteur d'activité qui était déjà fragilisé par un certain nombre de décisions, des décisions gouvernementales, la suppression des contrats aidés en particulier, qui les a beaucoup fragilisés, et aussi par une politique municipale qui a été désastreuse, parce que s'il y a un record qui a été battu dans le mandat qui se termine, c'est le nombre de structures d'éducation populaire qui ont été fermées dans un certain nombre de quartiers de la ville. Et donc, quand on rajoute cette crise aux fragilités préexistantes, et bien effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de structures d'éducation populaire qui tirent la sonnette d'alarme. Et donc, il faudra effectivement non seulement un plan de relance, mais sans doute un plan de sauvetage pour éviter que ces structures qui sont indispensables à la vie de nos quartiers, au maintien du lien social, tout simplement disparaissent. On est vraiment dans ce genre d'urgence-là. Et naturellement, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on ne va pas travailler tout seul maintenant parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour voir, on va dire, l'ampleur du drame qui se joue. Mais on travaillera avec l'ensemble des fédérations auxquelles peuvent être affiliées ces structures d'éducation populaire pour voir effectivement comment on peut leur apporter un soutien non seulement financier, mais surtout des perspectives de développement et de redéveloppement pour l'avenir. Le plan d'urgence, donc. Alors justement, à propos des structures, alors pour la fête du livre, on a aussi une question sur la question de... Dernière question avant de changer de sujet. Un chapiteau pour chaque... Bon, la question c'est, pour la fête du livre, un chapiteau pour chaque auteur. C'est une proposition. Bon, ben voilà, je remercie la personne qui a fait ça, puisque le but, justement, c'est que des propositions puissent remonter pendant cette émission. Ça peut être quelque chose qui s'étudie dans le cadre de la distanciation physique qui va être imposée. Ou en tout cas, effectivement, il faudra imaginer aujourd'hui le grand chapiteau de l'hôtel de ville avec plusieurs centaines, voire un millier de personnes à l'intérieur. C'est de toute évidence pas possible, ce ne sera pas possible cette année. La fête du livre, c'est 200 000 personnes. Oui, c'est ça, c'est un gros événement. 4 jours, donc c'est un très très gros événement. Alors on parlait des structures, justement, donc parmi ces structures qui sont particulièrement touchées en ce moment, c'est la question des salles, que ce soit des salles de spectacle ou des salles de cinéma. Donc aujourd'hui, on a invité Sylvain Damy, donc je le disais tout à l'heure, qui est le président de l'association des Amis du Méliès, pour nous parler un peu de la situation du cinéma au sortir de cette crise sanitaire. Enfin, pour l'instant, le cinéma n'en est pas vraiment sorti, on peut dire. Pas du tout. C'est pourtant en fait le premier divertissement préféré des Français. Les Stéphanois sont très friands en fait des salles du centre-ville et malheureusement elles restent fermées à l'exception d'une salle, le Méliès, qui ouvre ses portes le samedi toute la journée en fait pour justement retrouver le contact avec le public, présenter des petites choses. Il y a des initiatives qui sont présentées dans le hall. Voilà, donc toujours dans le respect des mesures. Voilà, donc c'est la seule petite île qu'on a pu garder à Saint-Étienne en fait en matière de cinéma. Sinon, effectivement, tout reste fermé. Évidemment, la période qui vient de s'écouler a été difficile pour les salles en général, puisque c'est à peu près 20% en fait des spectateurs, du chiffre d'affaires qui disparaît comme ça. On n'a pas de chance en fait, on tombe à la mauvaise période en fait. C'est Cannes, les premières grosses sorties étaient là, un début d'année janvier-février qui était assez faible, donc la situation est assez inquiétante. Parce qu'on dit qu'au-delà de la période de confinement et la fermeture des salles, le cinéma stéphanois et les cinémas stéphanois au sens large connaissaient déjà d'importantes difficultés qui préexistaient à la période que nous venons de traverser. Forcément, oui, sur les équipements par exemple, oui, c'est des choses en fait qui reviennent régulièrement.
et qui forcément sont mis en lumière avec la période. Oui. J'allais dire, hors Méliès, qui est une grande institution, il y a 2 cinémas qui sont une institution stéphanoise qui étaient en vente, qui étaient en très très mauvais état. Notre inquiétude, c'était qu'un jour ou l'autre, il soit repris par quelqu'un qui propose de faire un multiplex en périphérie, donc en déshabillant le centre-ville, si on peut dire, en nuisant au centre-ville. Et on sait que la spécialité du promoteur du centre commercial Style, malheureusement, c'est de créer des grandes multiplex en périphérie. Donc on avait une forte inquiétude de ce côté-là. Alors là, dans un panorama du cinéma bouleversé, c'est quelque chose qu'il faudra éviter absolument. Oui, ça serait l'idéal, effectivement. Hein. C'est une attaque qui est régulière sur Saint-Étienne. Oui. Elle a été repoussée une première fois. Voilà, rien ne dit que l'attaque ne se reproduira pas. Et, voilà. Nous, on s'est engagé très clairement dans nos programmes respectifs de premier tour sur le maintien d'une offre cinématographique en centre-ville, parce qu'effectivement, on le sait, et il y a eu des rumeurs persistantes et l'avenir voilà, peut-être nous réserve beaucoup de surprises par rapport à ça. Rien ne serait pire pour nous, pour le cinéma à Saint-Étienne, que l'on voit se fleurir un cinéma sur le site de Style, puisque si on va jusqu'au bout du développement d'une offre de loisirs sur le site de Style, quelqu'un qui habite aux portes de la ville de Saint-Étienne n'aurait plus aucune raison de venir s'embêter en centre-ville, à se garer, etc., pour aller au cinéma. Donc là, c'est quelque chose sur lequel nous serons extrêmement fermes, mais on le sait, le risque est là. Dans l'urgence, dans l'immédiat, on voit fleurir pas mal d'initiatives de type cinéma en plein air, diffusion, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un outil adapté pour répondre à la situation, ou au contraire, voilà, c'est plus du gadget qu'autre chose? Non, je pense pas du tout que ce soit du gadget, en fait. La projection plein air permet en fait d'aller vers les quartiers, peut-être en fait de toucher plus de monde et d'aller chercher des gens qui ont plus de difficultés à venir dans le centre-ville. Malheureusement, en fait, ces initiatives-là ont pris un peu de plomb dans l'aile là, ces derniers temps, parce que voilà, on a besoin de financement pour faire ça, ça coûte très cher. Voilà, c'était un peu compliqué. Alors j'ai une information sur le sujet. Donc pendant l'été, il y a des projections en plein air qui sont organisées dans les quartiers, qui sont d'ailleurs soutenues et accueillies par les structures d'éducation populaire. Et donc il y a 16 propositions qui sont annulées pour cet été. Donc il n'y aura pas de programmation cinématographique de plein air dans les quartiers pendant cet été. Et il y a aussi un certain nombre, par d'autres informations, on a su qu'il y avait aussi un certain nombre d'autres actions, animations et propositions dans les quartiers qui ont été supprimées pour cet été. Donc on va vers un été culturellement confiné, on peut dire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est regrettable, parce que globalement, organiser de telles publications, de telles représentations publiques, permet quand même de respecter les distanciations physiques qu'on nous impose à cause du coronavirus, parce qu'on n'est pas forcé d'être tous ensemble devant l'écran, accrochés à l'écran. Dans du cinéma en plein air, on a la place. Donc vous pouvez tout à fait maintenir ce type de démarche. C'est très regrettable, mais on pourrait y revenir. 16 manifestations, c'était largement envisageable en fait. On peut profiter en fait de cette distanciation. Oui, oui. Et les associations qui étaient support, je pense en particulier au 3C ou des associations de ce type, sont aussi privées d'une activité. Enfin, ça fait des cascades. Qui sont on a l'impression que c'est le moment où le cinéma en a le plus besoin, que finalement il va être privé de cette petite bouffée d'oxygène potentielle. Alors après nous on réfléchit, on a commencé à travailler avec un certain nombre d'interlocuteurs sur des initiatives un petit peu innovantes. On a vu fleurir, au sortir du confinement, des initiatives de type Drive, où on va regarder voilà, l'écran de cinéma avec sa voiture. Bon, vous savez, nous, on n'est pas des grands fans des voitures. C'est pas forcément ce modèle-là qu'on a envie de défendre et de promouvoir, mais par contre, on présentera peut-être dans les jours qui viennent d'autres initiatives alternatives avec le vélo, enfin voilà, des choses comme ça, pour encore une fois faire vivre le cinéma dans cette période estivale, au moment où il en a plus que jamais besoin. Inventons le bike in movie dans la capitale du cycle. Voilà, c'est ça.
Alors, travail. juste une dernière question sur le cinéma. Donc, le cinéma, c'est les salles de cinéma, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup d'associations sur Saint-Étienne. Je pense au Grand Luxe, je pense à voilà, tous ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma. Et la cinémathèque, bien entendu. Et donc, ces acteurs-là, comment ils se positionnent là, dans la situation actuelle? Alors moi j'ai pas eu de contact avec le Grand Luxe, mais j'imagine bien, enfin, connaissant la structure de la salle, j'imagine bien les difficultés qui se présentent pour organiser en fait la prochaine session qui habituellement a lieu à la rentrée. C'est un vrai casse-tête en fait d'organiser ce genre de choses. C'est quand même un événement qui a un rayonnement en fait au-delà de Saint-Étienne. Hein. Les sessions du Grand Luxe, c'est très important en fait. C'est une image pour la ville qui est aussi menacée là. Pour la Cinémathèque, c'est la même chose. Il y a une programmation à faire. Il faut réfléchir peut-être à un hors les murs, enfin quelque chose comme ça. Pendant la campagne de premier tour, on a rencontré de nombreux Stéphanois qui étaient passionnés de cinéma, amoureux de cinéma, et qui nous disaient il manque quelque chose, il manque un événement cinématographique à Saint-Étienne, comme ça existait il y a quelques décennies, je crois que les rencontres cinématographiques, etc. Voilà, il y a une vraie nostalgie et une vraie attente par rapport à ça. On travaille, on réfléchit effectivement à pouvoir relancer une initiative, alors sous la forme de festivals, d'événements réguliers, voilà, ça reste encore à définir, mais en tout cas il y a un vrai besoin, il y a un vrai manque, et ça pourrait être aussi une manière de conforter, de pérenniser durablement l'offre cinématographique en centre-ville. Donc on est moyennement pour mettre de l'argent dans un studio, pour faire des tournages, et plutôt pour qu'il y ait de l'action avec des acteurs. Et des rencontres entre le public, les acteurs, les metteurs en scène, et que ça soit une vraie redécouverte du cinéma comme ça a été fait. Nous en avons une volonté politique. Bien sûr. C'est aussi un spectacle vivant. Oui, bien sûr. Oui. Alors on a une question qui nous arrive. Ah, c'est pas vraiment une question. Non. Il disait un témoignage sur les rencontres cinématographiques qui manquaient. Effectivement, on a eu beaucoup de messages en ce sens et on travaille à la réorganisation d'un festival autour du cinéma à Saint-Étienne. Alors, merci Sylvain. Merci. Voilà. Donc, on va parler dans quelques instants avec Philippe Zarche de la question du spectacle vivant. Avant qu'on passe à cette phase sur la question du spectacle vivant, je voudrais savoir, vous, par rapport à des grands événements, il y a des choses dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais bon, par exemple l'opéra, par exemple les grosses structures, vous voyez bien, on n'a pas invité Arnaud Meunier, on n'a pas... Oui, mais c'est vrai, il faut... Voilà. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas d'idée sur ces questions. Absolument, oui. D'abord, Saint-Étienne, c'est une ville justement qui a une histoire autour de ces grandes structures. C'est une ville dans laquelle, par exemple, il y a une tradition d'opéra, il y a une tradition de théâtre, de création. C'est pas pour rien qu'on a un centre dramatique national. Il y a une tradition autour de l'art et de la création, puisque c'est l'histoire de l'école des beaux-arts, c'est l'histoire du musée d'art et d'industrie. Un jour ou l'autre, le musée d'art moderne va être revisitable dans de bonnes conditions. On peut aller voir l'exposition qui retrace le passé avec les acquisitions de Maurice Allemand, parce que Maurice Allemand, on se souvient de ce conservateur parce qu'il a donné à Saint-Étienne des grands artistes, mais Maurice Allemand, il a aussi énormément acheté à de petits artistes, si on peut dire, des artistes moins cotés, et il a fait démarrer des artistes. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve ce côté-là dans les grands équipements stéphanois. Notre idée, on l'a dit, c'est répondre aux problèmes actuels, mais voir la suite aussi, et ça, nous en parlerons ultérieurement avec tous les acteurs sans doute à l'automne. C'est vrai qu'en matière culturelle, on a trop souvent tendance à vouloir opposer les grands équipements, comme tu les as évoqués, et puis finalement les acteurs culturels de proximité sur le terrain. Nous, notre volonté consiste au contraire à essayer de faire dialoguer davantage les deux, parce qu'il y a une véritable complémentarité à aller chercher, en particulier sur la question de l'opéra, dans le cadre d'une politique culturelle que nous voudrions décentraliser, en imaginant par exemple des représentations, des animations de l'opéra qui sortent de l'opéra. Il faut faire sortir la culture des lieux dédiés
Et imaginez peut-être des représentations de l'opéra, ou en tout cas des artistes de l'opéra qui aillent dans les structures d'éducation populaire, on les évoquait, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. En lien avec l'opéra aussi, il y a des choses à imaginer, à coordonner avec la question de l'éducation et de l'enseignement. On s'est engagé par exemple dans notre programme de premier tour sur la création d'une classe opéra, comme ça existe avec les classes orchestres, les classes danse, les classes à horaires aménagés théâtre. Il y a beaucoup de choses à faire. Notre opéra a été fragilisé. Je rappelle que le mandat qui s'achève a commencé par une véritable purge extrêmement violente et indigne au niveau de l'opéra. Il va falloir l'aider effectivement à s'en remettre, conforter ses moyens notamment pour la création. Et c'est pour ça qu'on envisage de travailler à la création d'un établissement culturel métropolitain, encore une fois pour élargir un petit peu à la fois les ressources et puis aussi le champ d'action et le rayonnement de notre opéra. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. La réalité. Tout à fait, exactement, la réalité du public. Oui, bien sûr. Alors justement, puisqu'on parle de l'opéra qui va aller vers, ce serait bien aussi que l'opéra accueille. Donc nous, pour l'instant, on accueille Philippe Zarche donc sur la question du spectacle vivant. Je le répète, Philippe Zarche est comédien, il est aussi directeur d'une compagnie. Et donc, il serait sans doute très content d'être accueilli à l'opéra, j'imagine. Ah oui, bien sûr. On rêve tous de pouvoir aller jouer au Théâtre Copeau, évidemment. Voilà. Évidemment. Qui fait partie de l'histoire des compagnies. Il faudrait que ce lieu puisse, effectivement, qu'on puisse le réinvestir. Bien sûr, c'est une volonté de tous. C'est un rêve, quoi. Il y a des spectacles qu'on doit jouer parfois dans un théâtre qui est trop petit, comme le Verso ou le Choc, parce qu'on n'a pas accès à des salles plus grandes. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse se réapproprier Copeau. Voilà. Les studios de danse aussi, enfin je parle aussi pour les copains qui il y a des compagnies de danse, ils rêvent tous aussi de pouvoir travailler dans des super équipements, alors que parfois ils sont obligés d'être dans les ateliers Jeanne Laurent, voilà, avec des moyens bien moindres. Oui, évidemment. Alors que ces moyens existent. Alors à propos d'accueil et de pouvoir montrer ces spectacles et ces créations, donc une des particularités de votre compagnie, c'était que cette année, c'était Avignon, l'objectif. Donc vous êtes là et pas à Avignon. Effectivement, ouais, le début du confinement, c'était le début un petit peu de la montée en puissance pour aller présenter un spectacle au Festival d'Avignon. Voilà, on avait trouvé une salle dans un lieu qui était un lieu bien repéré, on avait trouvé un hébergement, enfin on avait tout. Ouais. Il ne restait plus qu'à. Et puis bon, la chose s'est arrêtée là, et c'est vrai que cette coupure-là nous handicape sur 3-4 ans, au minimum. C'est-à-dire que les spectacles qui sont vus en Avignon en juillet 2020 ne sont programmés que sur la saison, non pas 20-21, mais sur la saison 21-22, et voire 22-23, etc. Donc effectivement, là, une année, c'est une année, alors, pour reprendre l'expression, c'est vraiment une année blanche, c'est-à-dire une année morte. Là, le coup d'arrêt, il est fatal pour la suite. Voilà. Surtout qu'à Avignon, le festival, ça coûte cher aux compagnies, mais en même temps, tout le métier y passe. Donc, tout le métier, c'est la possibilité pour vous, comme nous on l'a vécu quand on a présenté déjà, puisque ce serait la 4e, 5e fois qu'on jouerait à Avignon, voilà, d'un seul coup, on a pu les jouer partout en France, à partir du moment où on a pu être vu à Avignon. Donc, voilà. Alors, pour nous, c'est aussi intéressant, parce que on vous voit vous à Avignon, mais aussi Saint-Étienne est vu à Avignon d'une certaine façon. C'est une représentation de la ville ailleurs, hors les murs. C'est une mise en valeur des créateurs de Saint-Étienne. C'est très important. Et ça devrait être soutenu. Plus fortement, avec par exemple. Parlons-en. On ne demande que ça. Oui, par exemple, avec un lieu accueillant. Tout à fait. Ou hébergeant les gens qui puissent. Alors après, il peut y avoir différentes formules. Il peut y avoir un lieu accueillant ou alors des locations de créneaux horaires dans différents lieux, suivant les salles. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui ont besoin de 50 places, d'autres qui en ont besoin de 300. On ne trouve pas forcément dans un même lieu 300 et 50 places. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer, mais c'est bien sûr que la représentation d'une ville, ça n'existe pas encore. Il y a des régions, il n'y a pas de ville. Il faut que Saint-Étienne joue le jeu. Pour une fois qu'on pourrait être effectivement innovant, trop souvent on voit cette question, on va dire, de marketing territorial, même si le terme est un peu peut-être péjoratif, elle existe uniquement à travers la question économique. Alors on est présent sur des salons immobiliers, voilà, de grands salons nationaux et internationaux, mais considérer qu'on peut et qu'on doit aussi valoriser l'image de Saint-Étienne et garantir le rayonnement de notre territoire et en particulier de la richesse de ses théâtres et de ses compagnies locales
à travers une présence telle que celle-ci qui est évoquée, c'est quelque chose à la fois d'innovant et qui peut être effectivement un vrai soutien pérenne pour les compagnies locales. Surtout que dans le cadre de notre préparation au Festival d'Avignon, il y a une nouvelle direction collégiale qui s'est mise en place au niveau des compagnies et des lieux. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui change aussi. C'est-à-dire que cette politique de dire on va louer un créneau à 12 000 euros, etc., voilà, les gens à l'intérieur du métier ont envie de casser ça. Alors, ça ne va pas être facile, mais c'est en train d'être mis en place. Il y avait toute une réflexion pour qu'il n'y ait plus 15 millions d'affiches dans les rues, qu'il n'y en ait plus que quelques-unes. Voilà, en disant, du coup, ça grince des dents, forcément, hein, les imprimeurs ne sont pas là très heureux de ça, mais il y a une réflexion là-dessus en disant c'est pas possible, la ville elle ne peut pas être couverte et recouverte en permanence pendant un mois de bouts de papier qui se déchirent, qui volent, qui sont arrachés par le vent et la pluie. Donc il y a une vraie réflexion, sans doute qu'on va vers quelque chose d'un peu, voilà, qui va bouger là aussi. Donc c'est le moment, hein, c'est le moment pour les villes de prendre leur place. Oui. Ah oui, et d'accompagner leurs créateurs il me semble. et leurs artistes. Parmi les mesures d'urgence un petit peu qui ont été évoquées, parce que la question c'est, voilà, vous allez être déconfiné d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines au niveau des théâtres, mais l'idée de multiplier les représentations, on va dire, en plein air, délocalisées, etc., se sont fait de jour ces derniers temps. On avait envisagé par exemple la possibilité d'installer une grande scène sur le parking de l'Opéra-Théâtre par exemple, pour avoir diverses représentations de spectacles vivants, ou dans d'autres lieux qui s'y prêtent. On avait évoqué le Square Cocteau, etc., des situations comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui serait bénéfique pour vous, ou au contraire ça serait trop compliqué à organiser en termes de logistique? Et puis on a également une question qui nous vient sur la question des spectacles de rue. Parce que c'est vrai qu'il y a une fédération des arts de rue, des associations qui défendent les arts de la rue qui est en train de se constituer. Et là aussi, imaginer de pouvoir multiplier ce genre de spectacles dans l'espace public, ça permet effectivement d'éviter les lieux confinés qui peuvent être problématiques dans la période actuelle. Je crois qu'il faudra avoir un moment qui soit un moment de découverte des artistes hors de leur lieu, que ce soit les ateliers, les lieux de répétition ou les théâtres, un moment où on puisse les rencontrer dans la rue, dans des lieux aménagés. L'espace Jean Cocteau est un très bon exemple. C'est un lieu aménagé pour pouvoir faire du théâtre, où malheureusement on n'en fait pas. Ou de la musique. Ou de la musique d'ailleurs. C'est vrai, tu as raison. Hier, avec beaucoup d'autres compagnies, on s'est réunis. Donc là, c'est un deuxième rendez-vous ici. Effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a tous envie de retourner rencontrer le public. Après, on ne peut pas retourner rencontrer le public n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un spectacle qui a été imaginé et travaillé en salle ne se joue pas en plein air de la même façon. Enfin, voilà, il ne se joue même pas de la même façon. C'est qu'il ne se joue pas du tout. Donc nous, ce dont on rêve tous, c'est de pouvoir avoir les moyens de réinventer des choses nouvelles. Là, adapter tout de suite, là maintenant, on a tous des idées, on a tous des envies. Mais effectivement, on ne peut pas imaginer refaire quelque chose qui ne peut pas avoir lieu dans une salle en disant bon, on va le jouer dehors. Voilà. D'accord. Je n'avais pas vu, mais il y a une question qui est arrivée qui est pourquoi ne pas ouvrir la comédie aux troupes, autres troupes que la comédie. C'est un peu ce qu'on a dit avec le théâtre Copeau, c'est-à-dire avoir un lieu qui soit ouvert, qui soit d'une jauge un peu plus importante et qui puisse permettre à certains d'avoir accès au public. J'ajoute quand même qu'en ce qui concerne la comédie, dans le cahier des charges de la comédie, parce qu'il faut dire aussi que la comédie c'est quelque chose d'État, c'est une structure d'État, c'est pas la ville. C'est un centre dramatique national, c'est pas la ville. Et donc dans le cahier des charges des centres dramatiques nationaux, il y a l'accueil des compagnies. Et ça se fait. Et ça se fait. Voilà. Ça pourrait se faire plus, évidemment. On rêve tous qu'il y ait un peu plus d'ouverture, mais ça se fait déjà. Donc le cahier des charges là-dessus, on ne peut rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, moi, je ne rêve pas du tout d'aller jouer dans une salle où il y a un spectateur tous les 3 rangs. Voilà. C'est-à-dire que le spectacle vivant, c'est la joie d'être ensemble. Quand on dit qu'il y avait une belle salle ce soir, on la sent, nous, la salle sur le plateau. Donc il y a cette interaction-là, on a envie de revivre ça. Alors que si on crée quelque chose en se disant on va le jouer place dans un square, on va imaginer quelque chose en relation avec ça. Et on est tout à fait capable de le faire. C'est un autre travail. On ne peut pas convertir du jour au lendemain un spectacle qui était prévu pour être joué dans telle salle. Mais je pense aussi que petit à petit, puisque ça risque d'être une période un peu longue,
Et que dans cette période un peu longue, il va falloir aussi imaginer des petites formes, des choses qui puissent être jouées devant un petit public. Et voilà, ça, je pense que une des craintes, enfin qui est la mienne, hein, c'est que le CDN a les moyens de le faire, ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent, ils ont les équipes permanentes, ils ont les artistes. Donc si eux se mettent à faire ce travail-là, nous, il ne nous reste plus rien. C'est-à-dire que si, parce que voilà, moi il y a des directeurs de CDN, Thomas Joly, d'autres ailleurs qui disent, Stanislas Nordet, ils disent, on va faire une saison Covid compatible, quoi, hein. Mais ils ont les moyens de le faire. Et si nous retirons à nous ce travail que nous on peut aller, qu'on sait faire, voilà, sur le terrain, à ce moment-là, nous on n'a vraiment plus rien. Voilà, il faut qu'on vous donne les moyens de pouvoir le faire. Tout à fait, oui. Il y avait une question à laquelle je voulais répondre, c'est quelqu'un qui pose la question, faut-il faire un festival d'art urbain à Saint-Étienne, d'art industriel? C'est un peu l'idée de notre journée d'ouverture à l'art et de découverte aussi bien de tout type de création dans les rues. C'est aussi se poser cette question de la création un peu particulière autour de... Là, il est dit art industriel, mais d'une création un peu différente. Et je voudrais rappeler que on avait soutenu dans le temps, nous écologistes et d'autres de gauche, le projet de l'association Arco. Arco était au départ pas du tout une association patrimoniale, et son nom ça voulait dire art comique. Et le rêve de l'association Arco, c'était, et c'est un hommage aujourd'hui presque, de faire emballer les crassiers par Christo. Donc aujourd'hui, on sait que ça ne se fera pas, malheureusement, parce que Christo n'est plus là. Mais c'est bien l'idée d'utiliser les lieux industriels stéphanois pour les mettre en valeur et permettre un échange et un lieu de création. Voilà, moi, une autre idée aussi, c'est réinvestir des friches. Voilà. Il y a des friches industrielles absolument magnifiques à Saint-Étienne. Confier le lieu pendant 3 semaines à une équipe, ou à des équipes théâtrales, et on va vous transformer la chose avec les respects des règles sanitaires, les distanciations, les distanciations, voilà. Mais on voit la réussite des guinguettes aujourd'hui au musée d'art, au musée de la mine, la réussite des guinguettes qui malheureusement ont été ajournées cet été, alors que finalement cela permettait à un certain nombre d'exploitants d'être présents et donc quand même de maintenir leur chiffre d'affaires, parce qu'un certain nombre de restaurants et de bars ont quelques soucis. Hein. Et puis ça permettait un lieu de rencontre dans un lieu industriel différent. Et c'était une richesse pour Saint-Étienne. Parmi les mesures un petit peu de soutien au théâtre qu'on voit fleurir dans certaines communes, c'est la possibilité finalement d'offrir des places de spectacle, en particulier aux structures d'éducation populaire, avec voilà, donc des places qui sont achetées par la collectivité auprès du théâtre et qui sont ensuite distribuées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose, donc ça se fait déjà parfois, on va dire modestement, est-ce que là, si on avait véritablement une sorte de généralisation de ce dispositif-là dès cet automne, c'est quelque chose qui pourrait véritablement vous apporter une bouffée d'oxygène? Enfin, la bouffée d'oxygène, oui, bien sûr, mais c'est pas la bouffée d'oxygène qu'on veut, c'est le fait que le spectacle soit partagé par le plus de monde possible. Donc effectivement, quand on joue à Avignon, il y a un dispositif qui s'appelle Culture du cœur, voilà, avec des gens qui sont effectivement dans des situations très difficiles. Voilà, nous on joue beaucoup de jeunes publics, on a eu des mères de famille qui venaient avec leurs enfants pour la première fois voir un spectacle. Mais bien sûr, tous ces dispositifs-là, on est bien sûr très accueillants à ça, il n'y a aucun problème. Alors, il va falloir qu'on s'achemine vers la conclusion, puisqu'on a épuisé le temps qui nous était proposé. Je remercie aussi la personne qui nous a fait part de sa nostalgie par rapport aux rencontres cinématographiques. Je vois qu'on est de la même génération, tout le monde n'est pas de la même génération. Approchez, je ne vois pas trop la question là. Des lieux pour les compagnies de danse. Oui, alors sur la question des compagnies de danse, tu y as un petit peu fait allusion. Hein, oui. L'ouverture des studios de l'opéra, voilà, oui, bien sûr qu'il faut des lieux pour les alors, compagnies. il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, puisqu'on est à 5 minutes de la fin, c'est la question de la Comète, dont on avait espéré que ça puisse être justement ce lieu qui rassemble tout le monde et tout ça. Un petit commentaire rapide sur le sujet.
Moi, je ne sais pas encore ce que ça va... Comment ça va fonctionner. Comment ça va C'est fonctionner. le cas général, malheureusement. Donc après, voilà... La comète, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la transformation de l'ancienne l'ex-comédie. comédie. L'ancienne comédie. Voilà. Un autre sujet aussi dont on a beaucoup entendu parler pendant la campagne, c'est le devenir de l'ex-école des beaux-arts, où là je pense aussi qu'on a des vues convergentes. Nous on veut sanctuariser la dimension culturelle du lieu en faisant un lieu dédié en particulier aux arts plastiques et aux arts de l'image, dont la photographie, puisqu'il manque des lieux aussi pour la photographie à Saint-Étienne, en conservant aussi également une forte vocation, on va dire, écologique, puisque ça sera aussi un lieu dédié à la nature, en lien avec les projets qu'on porte au niveau à la fois du jardin et puis du devenir plus global du quartier des Ursules, dont on aura l'occasion de reparler prochainement. Mais enfin, en tout cas, c'est un lieu aussi monumental, emblématique de notre ville, sur lequel on a des projets, mais encore une fois, en maintenant la vocation culturelle du lieu. Voilà, on arrive à la fin et on est frustré. J'espère que les auditeurs et les auditrices le sont aussi. Parce que ça montre que le sujet nous intéresse, qu'on n'a pas pu tout traiter. Cela dit, il y a un programme auquel on peut se référer pour avoir toutes les mesures qui seront proposées à partir de la fin juin, puisqu'on sera élu le 28. Donc on va à la conclusion. Je vais donc vous laisser conclure ce moment en remerciant toutes les personnes qui nous ont regardés et écoutés, et aussi beaucoup nos invités, bien sûr, et puis les personnes qui nous ont envoyé des questions. Merci, et je vous laisse la parole pour conclure. Je commence ma conclusion par répondre à une question. Il y a quelqu'un qui disait « Quid du Festival des Sept Collines ?» Évidemment, nous voulons défendre le Festival des Sept Collines, qui est un festival maintenant presque d'envergure nationale et internationale, qui place Saint-Étienne dans le corps des grandes villes, et cela fait partie de l'action culturelle que nous voudrons mener. Dire que, rapidement, et je laisserai Pierre conclure, la culture, c'est donc, on l'a bien vu, l'urgence actuelle, avec des compagnies et des lieux culturels qui sont menacés par ce qui s'est passé. Et puis c'est le devenir demain, et je crois que nous voulons développer à partir de l'automne des états généraux, des assises, un forum de la culture à Saint-Étienne pour échanger avec tous les partenaires, et je crois que ce sera le démarrage d'une nouvelle politique qui sera bénéfique pour tous les Stéphanois et les Stéphanoises. Oui, alors pour conclure, mais Olivier a dit l'essentiel. Effectivement, il y a la question de l'urgence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité de faire là dans les semaines qui viennent, dès cet été, pour sauver les acteurs culturels, parce que c'est bien de survie dont il s'agit pour beaucoup d'entre eux. Donc il y a ces mesures d'urgence, mais aussi la redéfinition d'une politique culturelle de gauche, et écologiste à l'horizon du mandat. Et ça, nous, on a l'humilité de ne pas avoir la réponse. C'est-à-dire que nous n'allons pas décréter que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il convient de faire. On avait véritablement l'envie de co-construire cette réponse culturelle, on va dire, de long terme, avec l'ensemble des artistes, le Conseil consultatif de la culture, dont on aurait dû parler aussi, dont on aurait pu parler ce soir dans son fonctionnement ou dans son dysfonctionnement. Voilà, associer l'ensemble des artistes, alors à travers des assises, des états généraux, mais pour effectivement voir comment on se projette ensemble et finalement on valorise la richesse culturelle, la grande diversité culturelle de Saint-Étienne qui mérite mieux, en tout cas qui mérite d'être mieux traitée que ce qu'elle l'est pour l'instant. On aura l'occasion d'en revenir. Il y a un certain nombre d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, donc on y répondra avec l'équipe de modérateurs dans les heures qui viennent. Moi, je voulais vous remercier, mesdames et messieurs, nos invités, d'avoir avec nous finalement essuyé les plâtres un petit peu de cette réunion publique innovante. On a tâtonné ensemble, mais je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. En tout cas, on a eu un débat intéressant. Donc merci de votre présence. Pour toutes les autres questions, on va dire un petit peu plus techniques ou dans le détail de nos propositions, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet, donc courbon2020.fr. Il y a l'ensemble du programme de premier tour et de deuxième tour qui sera mis en ligne dans quelques jours, dans quelques heures. Vous pouvez aussi nous poser des questions, nous interpeller pour qu'on aille plus loin dans les échanges. Et puis il y a d'autres rendez-vous thématiques similaires qui vont arriver. Donc ça sera à chaque fois à 19h, le même horaire, sur un format à peu près similaire, 1 heure d'échange, pas plus, parce qu'il faut pas... Après, voilà, on sait que c'est pas facile à suivre quand on est derrière un écran d'ordinateur. Et donc on vous donne rendez-vous dès mardi
pour parler d'un autre sujet important dans la vie de la cité, c'est le sport, la jeunesse et la vie associative. Donc on aura aussi l'occasion non seulement de parler de nos clubs sportifs, comment on va les soutenir, de parler de la jeunesse et en particulier aussi de l'avenir de l'université Jean Monnet, qui est un véritable sujet important pour le prochain mandat, la vie associative au sens large. On reparlera d'éducation populaire, de nos centres sociaux. Donc le rendez-vous, c'est mardi soir, 19h, au même endroit, de la même manière, avec aussi des invités de qualité. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, et n'oubliez pas d'aller voter le 28 juin si on ne se revoit pas d'ici là. Merci.